C'est une visite éclair que le général de Gaulle a faite en Hollande. Hôte à déjeuner de la famille royale, le président et madame de Gaulle ont passé quelques heures au château de Wistenbosch en compagnie de la reine Juliana, du prince Bernard, des 3 princesses Béatrix, Irène et Margrethe et du ministre des Affaires étrangères, M. Luns. Cette visite, dont on a remarqué la cordialité, a contribué à détendre l'atmosphère diplomatique qui régnait entre les deux pays depuis la rupture des négociations de Bruxelles sur l'entrée de l'Angleterre dans le marché commun. L'industrie des matières plastiques connaît en France un développement saisissant. L'implantation de telles usines dans diverses régions françaises a contribué à l'expansion industrielle. Mais un développement industriel constant à l'échelon national, 50 000 usines et ateliers créés depuis 10 ans, ne se conçoit que dans un grand mouvement de capitaux. C'est ici que le Crédit national joue un rôle essentiel. Sorte de pompe aspirante et foulante de capitaux, il offre à l'économie une source constante d'investissement, donc d'extension dans tous les domaines, y compris bien entendu celui de l'industrie lourde. Des réalisations remarquables traduisent la vitalité de ce secteur. L'utilisation simultanée de 3 fours à arc électriques, produisant une qualité d'acier identique, a récemment permis d'obtenir en France une coulée record, la plus importante obtenue en Europe, et qui permet de mouler directement des cages de laminoir de 240 tonnes. Les problèmes sociaux demeurent préoccupants en France. Transportés par 360 véhicules divers, 2000 ouvriers des mines de fer de Lorraine ont participé à la marche sur Paris. Cette démonstration destinée à alerter l'opinion publique aura constitué la manifestation la plus spectaculaire de la grève des mineurs qui était entrée dans sa 3e semaine. Pour 24 heures, les cheminots à leur tour s'engageaient dans la grève et des menaces d'arrêt de travail semblaient peser sur tout le secteur nationalisé. Au 17e jour de leur mouvement, alors que l'on croyait une issue proche, les mineurs des charbonnages se sont réunis à Lens au nombre de 40 000 au cours d'un grand meeting. Cependant, des consultations entreprises à Paris auprès des responsables syndicaux par le comité des sages laissaient la porte ouverte au dialogue et du même coup à la possibilité d'un règlement de la crise. Tout a commencé à mon arrivée à Paris il y a 3 ans. En raison des événements, j'avais quitté le Vietnam, mon pays natal, avec mon enfant. J'étais seule, je n'avais pas d'argent. Je ne connaissais personne à Paris. J'avais seulement un numéro de téléphone, celui d'un organisateur de concours de beauté. Il accepta de me voir, il me donna rendez-vous dans un café. Il décida de s'occuper de moi. Et 1 mois plus tard, le 31 décembre 1960, j'étais élue Miss France. C'était merveilleux, mais c'était trop beau. C'était un rêve. Je n'ai pas voulu signer le contrat scandaleux de mon organisateur. Eh bien, il m'a destituée, sous prétexte que j'avais triché sur mon âge et que j'avais un enfant. Alors tout s'écroula. Dans mon quartier, j'étais l'objet des conversations. C'était affreux. Voilà mon histoire. Mais Lussauger réagit. Devant le tribunal civil de Versailles, elle engage une action contre le comité Miss France. Maître Blateau l'assiste. Une autre Miss France, Brigitte Baratzer, vient témoigner. Le tribunal a donné raison à Lussauger car elle a démontré qu'en posant sa candidature, elle avait produit son passeport où son âge et sa situation de famille étaient portés. Brigitte Baratzer aussi a une opinion bien établie. Mademoiselle Brigitte Baratzer, vous étiez Miss France 60, je crois. Quels sont vos griefs à vous contre les organisateurs des concours de beauté? Eh bien, toute la légende des belles robes de couture, les voitures offertes. Qu'est-ce que c'est en vérité? Tout ça, ce sont des vieilles robes, toutes sales. Et les hôtels où vous descendez? Les hôtels, il vaut mieux pas en parler. C'est minable. Quand on arrive à la salle de restaurant, on prend 3 menus pour 4 pour faire des économies et on ramasse les restes. Maître, quel était exactement votre propos pendant ce procès? Eh bien, mon propos était évidemment de défendre les intérêts de ma cliente, mais je voudrais surtout, par cette audience, attirer l'attention des jeunes filles de France sur la prudence qui convient lorsqu'elles participent à des concours pour ce titre de Miss. Fillette, attention! Le chemin qui mène à ces royautés éphémères est semé de plus de chardons que de fleurs de lys.
Avec ses nouveaux quartiers quadrillés à l'américaine, où pointe de ci de là un building, Lima, capitale du Pérou, offre dès l'abord l'image même d'une de ces cités à la mode du Nouveau Monde. Les vestiges d'une antique construction de l'Empire Inca réduite à un monticule de terre n'influent pas sur cette première impression que suscite cette capitale vouée à la civilisation de l'automobile. À Lima, pourtant, à l'inverse de Buenos Aires, le présent n'a pas entièrement recouvert le passé. Il y a 4 siècles, François Pizarre fixa sur les bords désertiques du Rimac la capitale de sa conquête, et il y créa de toutes pièces une ville à l'espagnole. Mais ces 4 siècles n'ont pas suffi à effacer l'amour des balcons andalous, d'autant plus insolite cependant qu'ils contribuent à masquer une lumière déjà voilée 8 mois durant par le brouillard du Pacifique. À l'ombre du plus beau d'entre eux dorment les souvenirs de la vice-royauté. Au long de la rue dédiée au dernier Inca, c'est encore l'Espagne qu'évoquent les oliviers 4 fois centenaires, sous lesquels les liméniennes dégustent le maïs, et les liméniens la chicha, alcool extrait du maïs. Vint l'heure de l'indépendance. Lima a dédié au libérateur du Pérou, José de San Martín, l'une des plus monumentales de ses places, comme elle en a dédié une autre au héros national de la guerre du Pacifique, l'amiral Grau. Mais ici encore, le présent s'ajoute au passé. Et le dimanche, devant l'église, on ne s'étonnera pas de voir la mantille espagnole encadrer uniformément des visages que le brassage des races a rendus bien différents. Plus que n'importe quels autres monuments, les églises évoquent la splendeur du passé. L'or légendaire des Incas y brille de tous ses feux. Aux voyageurs d'aujourd'hui, Lima offre de singuliers contrastes. La tentation des immeubles modernes a fait surgir des architectures rectilignes à côté d'architectures anciennes, et c'est tout à la fois l'avenir, le présent et le passé qui se mêlent. Seul le vieux Lima résiste encore à la surcharge des siècles, encore qu'il soit envahi par les automobiles. De leur passé espagnol, les liméniens ont gardé une passion intacte, la corrida. Ils s'y révèlent des spectateurs assidus, d'autant plus que le Pacifique, vers lequel toutes les grandes avenues convergent, n'offre qu'une eau trop froide aux jolies baigneuses de l'été austral. Pôle d'attraction de tout l'arrière-pays, Lima en est aussi la victime. Du haut des collines dévalent de curieuses termitières humaines, petits cubes faits de treillis recouverts d'argile séchée, ce sont les barriadas. Chaque mois, des familles d'Indiens descendant de la montagne augmentent la population de cette ville parasite qui s'accroche à Lima. Phénomène propre à toutes les grandes capitales du monde, cette migration prend ici un caractère intensif. Et la capitale péruvienne, qui pourtant construit vite et beaucoup, ne peut absorber ce spectaculaire accroissement de population. 71 Espagnols et 200 Indiens au temps de Pizarre, 95 000 habitants en 1850, Lima compte aujourd'hui 2 millions d'âmes. On conçoit qu'en période électorale, les courants politiques puissent trouver ici de multiples résonances. L'armée a gardé l'habitude, héritée de 142 ans d'indépendance, d'arbitrer les situations devenues délicates. Au palais du gouvernement, où veillent des gardes républicains à la française, il est ainsi assez courant de voir s'installer une junte militaire. Ce fut le cas en juillet dernier. Et cette junte vient d'obtenir la démission de son chef, le général Pérez Godoy, suspect de vouloir s'opposer aux élections prévues pour le mois de juin. Dans la vie de Lima, les élections sont toujours l'occasion d'une grande agitation de rue. Des cortèges impressionnants se forment autour des noms des candidats à la présidence. Et tous les 6 ans, les liméniens apportent là la même passion que celle qu'ils manifestent à la corrida ou au match de football.